nzela ya bakongo. Alors, merci beaucoup en tout cas à vous, chers amis de la presse. D'abord parce que je vais être bref, mais je répondrai plutôt à toutes vos questions, si vous les aurez bien sûr. Ce sera la deuxième fois que l'on se réunisse encore. Ici, je suis vraiment venu vous remercier d'abord, la presse. Notre directive a été, je veux dire, à 90% suivie et même respectée, relayée. Même s'il y a eu des déformations de nos propos, mais dans l'ensemble, nous avons quand même remarqué que les gens ont plus ou moins respecté la directive, dans son camp. Et je remercie la presse congolaise puisqu'elle a fait le choix de la patrie. Et ça a été remarqué que dans certains médias, ils ont carrément refusé même des débats stériles. Et tout était vraiment dirigé vers la consolidation de la cohésion nationale. Et j'ai vu personnellement certaines plumes aussi merveilleusement écrites. Il y en a d'autres, des plateaux qui ont été dédiés entièrement à la question de l'Est, parce que vous devez le savoir, nous traversons une situation extrêmement difficile. Et l'enjeu qu'il y a ici, c'est l'enjeu de la division. Et nos ennemis, ceux qui ne veulent pas la paix, ceux qui ne veulent pas nos valeurs que nous partageons, veulent nous mettre en déroute. Ils veulent nous diviser, ils veulent nous opposer les uns contre les autres. Et ils savent ce qu'ils cherchent. Avec certainement certains médias qui les accompagnent dans cette salle de zone, mais au moins, nous avons senti une certaine résistance au niveau de notre propre média. J'ai vu des journalistes plus ou moins s'habiller en patriotes. Quand je dis s'habiller en patriote, c'est une mentalité. Et la mentalité qu'ils ont dégagée, personnellement, je suis fier de cela. Et je suis fier de dire que je dirige une institution d'appui à la démocratie, bien évidemment, mais qui gère la presse et qui gère les médias. Je suis très content parce qu'il fallait vraiment le dire. Nous ne sommes pas là que pour sanctionner, mais nous sommes là aussi pour encourager quand les choses se font très bien et surtout quand le travail est bien fait. Mais il faut dire aussi que les médias étrangers ont aussi respecté. Je comprends qu'ils font de leur mieux pour essayer de suivre, même s'ils ne le font pas à 100%, mais au moins on sent qu'il y a une certaine volonté de changer. Vous allez voir que dans certains médias, ils n'ont plus le discours de sites stratégiques, de villes stratégiques, on n'en parle plus. Et vous voyez qu'ils ne sont plus dans cette logique-là et c'est formidable. Vous allez voir que maintenant, quand la presse étrangère parle, elle parle plus ou moins de... Voilà, elle essaie d'être équilibrée. Et on sait responsabiliser maintenant, les M23 et les AFP, on sait les responsabiliser. Et vous n'avez qu'à comprendre ma satisfaction qui est la plus grande. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un CESAC qui encourage que plutôt un CESAC qui sanctionne. Donc, mais il faut rappeler encore une fois à la conscience nationale l'enjeu qu'il y a ici. L'enjeu qu'il y a, c'est l'enjeu de notre terre, mais au-delà de l'enjeu de notre terre, mais c'est l'enjeu de notre identité. Ils inoculent des discours comme quoi il y a des gens qui seraient en train de revendiquer la nationalité. Vous le savez très bien, je ne vous informe pas, au Congo, nous n'avons jamais eu ce problème identitaire. Ça n'a jamais posé un problème depuis la nuit des temps. Tous les Congolais se retrouvent partout où ils sont. Ils sont chez eux. Mais dans le discours, vous sentez que, bon, voilà, on veut nous faire croire le contraire. Alors nous l'avons remarqué que les médias n'ont pas cédé à cela. Et nous demandons encore aux médias de ne pas céder à ces choses-là, de ne pas laisser ces discours passer, parce que ça commence toujours par des petits mots, et puis ça devient des phrases, et puis ça devient de pensées, puis c'est fini, un paradigme nous est imposé, et nous commençons à réfléchir comme eux. Je me rappelle toujours de la fois où j'ai rencontré certains diplomates qui me parlaient des communautés, et ainsi de suite, que je ne comprenais pas. Ils me parlaient des communautés. Je leur ai dit, chez nous, on n'a pas de communauté. Nous avons des tribus, nous avons des ethnies, nous avons des clans. Cette question de communauté, nous ne les avons pas. Alors vous n'allez pas nous imposer un discours autre, parce que lorsque vous nous imposez un discours, vous nous mettez dans une dynamique de réfléchir comme vous, et nous allons commencer à appeler la communauté Luba, la communauté Ngala. Ce n'est pas une communauté chez nous, ce sont des tribus, des ethnies, et c'est plus ou moins clair comme ça. Et donc je crois qu'en tant que journaliste, nous devons aussi faire cet effort-là. Et un autre élément sur lequel je voulais vraiment insister, c'est de voir comment l'enjeu est fait maintenant. Ici, vous avez vu certaines avancées diplomatiques. Pour la première fois, le Rwanda goûte un peu le côté sanction. C'est vrai qu'ils font semblant de ne pas le sentir, mais ça fait très mal quand on sait que ceux qui ont été autrefois des enfants modèles sont aujourd'hui démasqués et les masques viennent de tomber.
Mais n'attendons pas que la presse étrangère en parle, parce que la presse étrangère a son agenda, à lui, que nous ne pouvons pas dicter. Mais nous, au niveau de la presse nationale, pourquoi n'en parlons-nous pas suffisamment de la question? Il faudrait qu'on accentue cette question. Il faudrait que l'on essaie d'aller dans le même sens. Et il ne faudrait pas qu'on tombe dans le plan de l'ennemi pour dire non, mais c'est une ingérence régionale. Ce n'est pas une ingérence régionale, c'est un fait. Et c'est des faits. Et puisque c'est des faits, la presse devrait le documenter. Vous connaissez mieux que moi d'ailleurs, parmi vous, le Congo existe parce qu'il y a eu un journaliste qui a dénoncé le crime odieux du roi à l'époque. Et l'histoire du Congo, ça a toujours été intimement une histoire de la presse, à la limite. Ce sont les journalistes qui ont toujours sauvé le Congo. Quand il y a eu l'esclavage, c'est les journalistes qui ont sauvé ce pays. Et nous continuons encore à le faire. Maintenant que nous sommes devant l'histoire, qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi on discutait avec certaines autorités, je leur posais la question, mais pourquoi on n'en parle pas de cette affaire de Roubavu, par exemple, cet accord de Roubavu, que vous connaissez tous, que les grands auteurs en ont parlé, les ambassadeurs en ont parlé, il y a le professeur Kalili qui en a parlé, l'ambassadeur Atundu en a parlé, et les ambassadeurs britanniques en ont parlé. Cet accord existe, mais pourquoi la presse congolaise n'en parle pas suffisamment? Est-ce parce qu'on n'a pas d'éléments? Est-ce parce qu'on ne disponibilise pas certains éléments? Je crois qu'il faudrait en parler. Parce que regardez, qui paye la facture de massacre de Goma maintenant? On parle de 5000 morts. Qui en paye le prix? C'est sur le dos de qui? Parce que lorsqu'un crime ne repose pas sur quelqu'un, eh bien, ce crime est oublié. Il faudrait qu'on recherche des responsables. Est-ce que nous allons attendre que la communauté internationale dise qui en est l'auteur? Nous pouvons, nous, la presse, influencer l'opinion et dire exactement, faire porter cette responsabilité à des gens que l'on connaît. Vous avez vous-même, la presse, vous avez suivi les discours de M. Nanga, qui dit combien faut-il de morts pour que l'on accepte les dialogues. Mais il faudrait qu'on en parle finalement. Mais il faut reposer plutôt la question. Combien faut-il de morts pour que monsieur comprenne que nous avons signé un pacte commun? Le pacte, ce sont les urnes qui décident qui va gérer le pays. Et quand on sort de ces cadres des urnes, ça veut dire qu'on emprunte un autre chemin qui n'est pas celui de la loi, qui n'est pas celui du pacte commun. Et si nous ne faisons pas attention, aujourd'hui c'est M. Nanga, mais ne vous en faites pas. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Et on va ouvrir un cycle de 40 ans, 50 ans dans cette question-là. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour notre propre pays? Je ne pense pas. C'est à nous de vouloir d'écrire notre propre histoire. Et je pense que la presse devrait le faire. J'ai parlé avec la directrice de la RTNC et je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit que nous devons écrire un nouveau récit. Et le récit, c'est nous qui le décidons. Nous n'allons pas attendre que les gens nous disent voilà ce qui s'est passé. Nous pouvons le faire. Et nous avons des plumes importantes ici. Parmi vous, je vois des gens qui écrivent des textes assez importants. Nous pouvons responsabiliser les gens maintenant. Et c'est de notre devoir. Et nous, le CESA, comme je l'ai dit, nous allons faire de notre mieux pour mettre à votre disposition toutes les informations possibles. Qu'on ait des moyens ou pas, mais nous allons essayer de vous aider à pouvoir rendre, je veux dire dire la vérité, si on peut le dire comme ça, dire la vérité, mais la vraie vérité. Parce que vous le savez, dans un combat, il y a des combats où il n'y a pas de match nul. Il faut qu'il y ait un perdant, il faut qu'il y ait un gagnant. Mais dans cette histoire, dans ce combat, il faut qu'il y ait un gagnant. Et les gagnants, ça doit être la RDC. Et vous savez très bien que dans une guerre, quelqu'un l'a dit d'ailleurs si bien, l'information précède même le chaos. Celui qui contrôle l'information contrôle la guerre. Celui qui contrôle l'opinion contrôle bien évidemment la guerre. Et on ne peut contrôler l'information que par la presse. Et par une presse engagée. Par une presse patriote. Et c'est ça qui va, à mon avis, nous aider à gagner. Parce que la bataille des récits doit précéder celle des armes. Et nous devons nous engager dans cette logique-là. La propagande a toujours précédé les massacres. Et nous devons changer notre récit à nous. Nous devons aller dans cette direction-là et dire autre chose, je pense. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour ça, uniquement que vous dire d'abord merci, mais aussi donner des nouvelles orientations, parce que nous n'avons pas une autre directive, mais d'abord remercier et la presse internationale qui a changé son narratif, sinon on va le dire, et la presse congolaise qui continue d'ailleurs à exceller dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y a des petits ratés que l'on sent, des débats parfois stériles, parce que j'entends souvent des débats de qui a fait ceci, qui a fait cela. Vous connaissez dans notre tradition, lorsqu'un serpent entre dans la maison, on ne pose pas la question de qui a laissé la porte ouverte. On essaie d'abord de sortir le serpent et par tous les moyens possibles. Ensuite, nous allons établir les responsabilités plus tard. Mais là, nous sommes dans une situation où
L'on veut nous prendre ce que nous avons le plus important. Ce n'est pas seulement la terre, mais c'est notre identité collective. Puisque la RDC n'est plus RDC si on n'a pas Goma, si on n'a pas Bukavu, si on n'a pas ainsi de suite, tous ces territoires-là. Et la presse, vous devez encourager la population. Ce n'est pas une fatalité. Goma est tombé plusieurs fois dans l'histoire de notre pays. Ce n'est pas la première fois que Goma tombe. Cette partie est tombée plusieurs fois. Pour nous qui sommes de Goma, moi qui suis né là-bas, je connais la réalité. Je connais quand j'étais encore petit, on parlait de Dungu et de Dongo un peu plus loin. Mais on était déjà Goma. On disait que c'était sous contrôle de l'ennemi. Alors qu'à l'époque, c'était Mobutu qui était au pouvoir. Donc il ne faudrait pas que l'on fasse de cette histoire comme si c'est une sorte d'hécatombe, ce n'est jamais arrivé. Si, c'est déjà arrivé. Tous les présidents ont connu la chute des Goma. Tous les présidents. Le plus malheureux en a connu plus de 2 fois. Donc ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce que Bukavu est tombé. Non, tous les présidents ont connu cette histoire-là. Mais c'est à nous maintenant de décider de ce que nous allons faire et de comment nous allons aborder la question. Dans une république, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. La République doit garder sa valeur. Le peuple doit garder son estime et sa confiance. Ne tombons pas dans le piège de l'ennemi de discréditer notre armée. Nous n'avons pas 2 armées, nous n'avons qu'une seule armée. Nous devons apporter notre soutien à notre armée. C'est comme le dit vous, les journalistes d'ailleurs, vous le dites souvent, le journaliste choisit ce qu'il doit taire et ce qu'il doit dire. Et c'est à vous de faire le choix. Où se situe la limite entre ce que je dois taire et ce que je dois dire? Et moi, je crois que vous avez toute une responsabilité historique devant vous. Et merci de continuer à faire ce que vous faites toujours. Merci de rétablir les responsabilités et surtout d'insister sur les responsabilités. Donc voilà plus ou moins ce que je souhaitais vous dire. Vous avez vu que depuis qu'on a pris la mesure jusqu'à aujourd'hui, aucun média n'a été sanctionné. Aucun média n'a été interpellé parce que vous avez effectivement suivi la logique. Donc, je me laisse à vous pour des questions et on répondra. Le mythe, la mythologie rwandaise, il faut le détruire. Mais pour que le détruire, il faut médias. De la même manière, eux, ils veulent que tout s'opposer. C'est pourquoi je me dis finir. Oh, Rwandais, Rwandais. Mais eux, ils veulent qu'on dise ça. Non, peuple, non pas. Martyrisé. Aucun peuple n'a été martyrisé. Et j'ai aimé que on ne boitait pas. On commence même à aller attaquer visite Rwanda, ainsi de suite. Il faudrait faire porter la responsabilité de Paris Saint-Germain, comprendre que à chaque fois qu'ils portent visite Rwanda, c'est les sangs des Congolais, ce sont les mineurs qui sont dans les mines, et tout ça. Et ça, c'est un récit important à écrire. Donc, notre remontada dépend de notre plume, dépend de ce que nous faisons dans l'émission Nabiso, dans la bataille Nabiso. Oui, monsieur, le CESAC je crois que sous notre mandat, nous n'avons jamais été aussi sévères que maintenant. Tous les propos ont été répertoriés et sanctionnés sévèrement. Il y en a eu des embargos de 30, il y a eu des embargos de 40, des embargos de 50 jours, même de 90 jours d'ailleurs. Parce que nous estimons que le discours de haine, c'est même ça la matrice voilà, je peux même aller plus loin, de massacres, ainsi de suite. Donc tous les auteurs qui ont été dans cette histoire de discours de haine ont été sanctionnés sévèrement. Nous n'avons laissé aucun. Si vous en connaissez, pourriez-vous nous le dire? Et nous pouvons continuer dans cette même logique-là. Mais seulement, il ne faut pas confondre un élan démocratique avec un discours de haine. C'est ça, peut-être parfois la limite est celle-là. Le discours de haine a ses composantes. Et voilà, un élan démocratique, voilà, un ras-le-bol, on peut l'exprimer. Mais lorsqu'on commence à s'attaquer à une tribu de façon systématique, lorsqu'on commence à s'attaquer à une communauté, pas dans le sens de la tribu, mais un groupe d'individus, de façon vraiment directe, voilà, là, c'est vraiment des discours de haine et on peut le sanctionner. Mais quand... Ouais. Oui, oui. Ma propre... En fait, mais ces auteurs ont été invités chez nous. Ils sont sous instruction et ils seront sanctionnés. Je suis convaincu que la plénière prendra la mesure la plus importante et la plus sévère. Et le média qui a diffusé cette histoire-là, ce média-là a été invité. Et ce média-là va être coupé d'une peine la plus extrême aussi de la même manière. Nous ne faisons pas on n'essaie pas de laisser les uns et nous attaquer aux autres. Tous ces médias-là seront sanctionnés. Le problème, seulement, vous savez, dans l'administration, ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça reste un dossier et ça reste une affaire importante. Il ne suffit pas qu'un média étranger dise qu'on a tué un Rwandais, il faut vraiment que ça soit documenté. Il faut que nous puissions le voir.
pour que nous puissions condamner ces paroles-là. Nous ne condamnons pas la tuerie, nous condamnons l'appel à la tuerie. Parce qu'il faudrait qu'on fasse la part des choses. Le CESAC ne condamne, enfin, disons, ne condamne pas les auteurs de tuerie. Nous condamnons ceux qui en font l'apologie, ceux qui parlent aux médias, ceux qui appellent à la haine, ceux qui appellent à la tuerie de ces gens. En tout cas, nous, on est contre ça. Et nous attendons à voir les rapports et puis on va sanctionner sévèrement. Il n'y aura pas de pitié pour ça. Lorsque vous voulez tourner une émission de médecine, vous faites appel à un médecin. Vous n'allez pas appeler n'importe qui. Lorsque vous voulez parler du sport, vous faites appel plus ou moins à un sportif. Mais c'est ce que nous avons dit aux médias. Nous avons dit, pour des questions, des opérations militaires, faites appel aux experts. C'est tout ce qu'on a demandé aux médias. Nous n'avons jamais demandé aux médias de ne pas en parler. On a seulement dit aux médias, si vous voulez parler d'une question sérieuse, ben appelez les initiés. Parce que vous le savez, la télévision, elle est faite pour tout le monde, mais pas par tout le monde. Et ça, on l'a dit. Alors, je suis personnellement étonné quand j'entends que moi, je dis que ne dites pas que Goma est tombé. Et il y en a même qui vont pour blaguer, ils disent Goma est Bosembe, Bukavu est Bosembe, pour ne pas dire qu'il s'est tombé. Ouais. Moi je n'ai jamais dit ça, en fait. J'ai jamais dit que ne dites pas que Goma est tombé. J'ai seulement dit, rassurez-vous que sur votre plateau, vous avez un expert militaire pour attester ce propos-là. Parce que regardez, cher Jean-Ric, si on se réveille un matin, tous les médias, chacun doit donner son point de vue sur la guerre. Mais c'est une jungle. Regardez la presse étrangère, par exemple, quand elle traite la question de l'Ukraine. Mais ce n'est pas tout le monde qui parle. Ils essaient de s'appuyer sur des experts. Parce qu'on estime qu'un expert a une légitimité du débat. Il sait ce qu'il dit. Mais nous, non. Vous allez appeler un phytothérapeute pour parler de la Constitution et vous allez appeler un charpentier pour parler de la guerre. Et ils disent même que, voilà, on va annexer Minembwe et Rwanda va annexer Minembwe. Quand on regarde Minembwe et Rwanda, on voit que ce n'est pas possible de l'annexion. Donc, c'est des gens qui n'ont pas dit la culture de l'histoire, mais voilà, ils parlent beaucoup et on a dit, on ne va pas aller dans ce sens-là. Et je réitère encore ici, vous pouvez dire autant de fois qu'une ville est tombée, si vous en avez la certitude, mais rassurez-vous d'avoir un expert ou son avis. Avec certains médias, parce que là, je veux vous dire, je reçois tous les jours des appels de journalistes. Parfois, ça me fait rire. Est-ce que je peux dire ça? Je dis, mais attendez, on n'est pas dans ça. On est dans, est-ce que vous avez besoin d'un expert? Si vous avez besoin d'un expert, je l'appelle. Et plusieurs fois, j'ai embêté le gouvernement. J'ai appelé le ministre de la Santé pour donner des chiffres. J'ai appelé le ministre de la Communication pour donner une information. J'ai même appelé certains militaires haut gradés pour donner l'information. Mais je comprends aussi que vous, les journalistes, vous souffrez parce que vous n'avez pas beaucoup d'infos. Et que ceux qui devaient vous donner l'information, parfois ne le donnent pas. Et je comprends que c'est difficile. C'est pourquoi je continue toujours à embêter l'armée en disant communiquez assez souvent. C'est important. Parce que lorsque vous laissez les terrains vides, n'importe qui peut communiquer. Vous communiquez. Et c'est ça qui est en train d'être fait. Donc cette mesure, elle n'a pas été levée puisqu'elle n'a jamais existé. La mesure de Goma, non, ça n'a jamais existé. Mais ce sont les détracteurs qui ont choisi le petit extrait et ils l'ont diffusé. Je vais vous faire rire. J'ai fait un tweet sur la Constitution. Et je disais autre chose. Je disais autre chose. Et le journaliste qui fait le tweet, il choisit. Il dit, Bosembe a dit, peuple protège sa Constitution. Je dis, mais gars, pourquoi tu choisis ça? Il dit, non, mais c'est ça le titre. Je dis, non, mais le contenu, ce n'est pas ça. Il dit, non, on va voir ça après. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'on fait le choix parfois, on sort le propos de son contexte et on vous colle ce qu'on veut vous coller. Et c'est pourquoi je dis que la force des médias, les médias peuvent te faire coller une histoire à vie. Moi, on m'a collé une histoire, j'aurais insulté un ancien président de la République. Et ceux qui l'ont fait le savent, que cette histoire n'est jamais sortie de ma bouche. Mais ils le savent. Mais après, tu vas dire à qui? Ils ont déjà conquis l'opinion et l'opinion a gardé ça dans la tête. Si tu demandes à quelqu'un, donne-moi la vidéo, il n'y en a pas. Vous voyez? Donc, je pense que nous n'avons jamais dit ça. Donc, alors, mais pour LCI, la décision était claire. LCI a diffusé un reportage au cours duquel ils ont fait passer ce que nous considérons comme des terroristes. Ils leur ont donné la parole. Nous avons dit la ligne rouge, c'est de faire parler ces gens-là. Parce que lorsque vous les faites parler, c'est-à-dire que vous légitimez leur combat. Dans le média qui, par contre, on va faire passer ces terroristes-là, ces médias-là seront automatiquement fermés. Parce qu'au moins, ils auront choisi leur camp. Donc, mais rien à voir avec autre chose. Donc, LCI, elle est sanctionnée, c'est vrai. Et puis, les autres médias aussi ont été avertis.
Mais les restes, ce n'est pas un problème. L'exercice que nous faisons tout à l'heure, c'est pourquoi nous vous êtes appelés pour vous demander de charger dans votre récit. C'est pourquoi j'insiste sur le récit. C'est vous qui allez donner l'essence à ce que nous voulons. Vous savez, la presse peut requalifier une décision judiciaire. La presse peut disculper quelqu'un et peut condamner quelqu'un. Et la sanction de la presse est parfois plus importante que la sanction de la justice. Vous avez vu des gens, je ne citerai pas, qui ont été acquittés, mais qui continuent à souffrir dans l'opinion. Parce que le tribunal de la presse a été plus sévère. Voilà pourquoi je dis que vous devez choisir le mot. Les terroristes sont des terroristes. Et celui qui commandite toutes ces choses devrait être appelé génocidaire. Et vous l'appelez comme ça, vous mettez son nom à côté. Et à force de le faire, ces gens vont se sentir gênés, ils vont se sentir responsabilisés, et vous allez voir qu'ils ne vont plus continuer. Et moi, je crois qu'il faut à un moment donné être dur. Quand Donald Trump traite des pauvres migrants, des terroristes, il pense que c'est des terroristes, et c'est resté dans les langages des terroristes. C'est à nous de faire le choix. Donc nous travaillons avec le ministère dans la même logique, et nous pensons que vous, maintenant la presse, vous pouvez nous aider à charger votre récit, et à essayer on va dire de répertorier, sinon de comptabiliser et de rendre des comptes à tout le monde. Je crois que c'est important. Je parle avec le ministre Mouyaya. Nous sommes en train de penser mettre en place une petite commission, mais vraiment une toute petite commission avec les vrais, je vais dire pas les vrais journalistes, mais avec des journalistes penseurs. Parce que vous savez qu'il y a des journalistes penseurs qui réfléchissent sur les stratégies, mais il y a aussi des journalistes qui relayent, qui sont aussi importants, dans la mesure où ce sont des canaux importants de diffusion, mais ils ne sont pas forcément des penseurs. Donc nous sommes en train de faire un travail dans ce sens-là. Il se peut que vous soyez contactés, parmi vous qui êtes là, pour participer à cette petite commission qui réfléchira dans le sens de réagir, mais surtout d'anticiper. Parce que vous le savez très bien, comme vous l'avez dit d'ailleurs, dans une guerre, c'est celui qui dit le premier mot qui gagne. Parce qu'après, celui qui vient se défendre, il va se défendre, mais on ne sait toujours pas avoir la même opinion qu'on avait avant. Et on va vraiment travailler là-dessus. Et je vous invite aussi, chers journalistes, nous sommes ouverts aux projets. Si vous avez des projets, je vous donnerai mes contacts, si vous avez des projets qui peuvent faire avancer notre cause, eh bien, contactez-moi directement. Et je prendrai ce projet-là, je pourrai les amener soit au niveau de la plénière, soit au niveau du bureau, soit au niveau de l'État directement, et on verra dans quelle mesure on peut le travailler. Des projets innovants qui peuvent nous aider à damer, à gagner de points. Parce que, vous le savez, moi j'ai suivi Morgan Freeman, je pense. Morgan Freeman qui s'est déplacé, qui est venu au Rwanda faire une émission avec M. Paul Kagame. Mais l'émission du début jusqu'à la fin, que de mensonges et de mensonges, de contre-vérités et de contre-vérités. Mais Morgan Freeman, c'est un Américain, il ne sait pas. Il ne sait pas exactement qu'il est tombé dans un piège. Mais c'est à nous maintenant de retracer cette histoire-là. Et les Américains sont ceux qui tiennent vraiment sur l'opinion. Ils n'aiment pas qu'un mensonge soit dit à leur endroit. Nous pouvons donc attaquer ces documentaires. Il faudrait qu'un journaliste, il faut que ce soit un journaliste, il faut que ce soit un documentariste qui attaque le documentaire. Une fois que l'opinion américaine comprendra que le grand Morgan Freeman s'est mis dans la patte, eh bien, nous pouvons changer ça à notre avantage. Parce que lorsque quelqu'un qui dit qu'un président n'a pas gagné les élections, qu'on lui gagne les élections à 98%, et à un moment donné, on doit se poser des questions. Quand il parle de la démocratie chez nous, alors qu'on ne connaît pas l'état des droits de l'homme chez lui, l'état de la liberté de la presse chez eux, quand c'est une prison à ciel ouvert, il y a quand même des choses à nous dire. Parce qu'il faut comprendre que le Rwanda, aux yeux du monde, il s'est montré comme un élève irréprochable. Pourtant, c'est le tout dernier élève en termes de démocratie, même en termes de gouvernance. Parce que c'est très facile de dire que nous avons construit un immeuble, et puis voilà, ça s'arrête là. Mais ici, chez nous, vous dites qu'on a construit un immeuble, Patrick Local va vous dire combien ça a coûté. Innocent Olenga dira c'était 15 millions de dollars. Mais ça, vous n'entendez pas ça là-bas. Oui, où avez-vous trouvé? Ça, ce n'est pas là-bas. Donc là-bas, on construit des routes, personne ne saura combien ça a coûté. On fait des marchés publics, personne ne saura comment est-ce que ça a respecté la procédure et tout ça. Donc moi, je crois que c'est de notre responsabilité de regarder là-bas aussi et d'essayer de détruire et de démystifier. La guerre de la mythologie, nous devons la faire. Oui. Vous savez, chers frères, il y a des questions, je crois, plus importantes que ça. Mais ça, c'est encore comme le dit Yaino, c'est un poison. Parce que Pascal Moulégoua, qui est là, il est de mon autre tribu, si on doit le dire. Blaise Zaïnda, qui est là, nous avons pratiquement la même province. Je le dis toujours, si nous commençons à demander à tous ceux qui viennent de l'Est de justifier leur congolité,
vous finirez par créer un ras-le-bol et les gens diront, bon, de toute façon, pourquoi nous, on serait obligé de justifier qu'on est Congolais et pas les autres? Et c'est ça qui est très dangereux, en fait. Et ça, c'est le calcul rwandais, en fait. Ils veulent vous mettre dans une sorte de division. À tout prix, mettre une sorte de stigmatisation, un peu comme pour dire à ceux qui viennent de l'Est, bien, vous avez beaucoup à prouver que vous êtes des Congolais. Pourtant, c'est qui est totalement faux, mais totalement faux. Aucun habitant de Bukavu n'est rwandais. Comment les gens de Bukavu seraient des Rwandais? À partir de quand ils sont des Rwandais? Et je le dis, Blaise Zaïna est là, il est de Bukavu. Pascal Moulegua, c'est Bukavu aussi, non, Pascal? Bon, alors, est-ce que vous êtes des Rwandais? Comment se fait-il que les gens qui sont de Bukavu soient des Rwandais? Et je pense qu'à un moment donné, c'est nous qui devons relater la bonne histoire maintenant. Dire à nos enfants ce qu'il y a des vrais. Parce que ce sont les vignerons qui disent ces choses-là. Sinon, vous allez appeler tous les Centrafricains, pardon, tous ceux qui sont au nord de l'équateur, des Centrafricains, vous allez appeler tous les Bazombo des Angolais, vous allez appeler... Et puis c'est fini, on n'a plus d'État. Oui, c'est une bénédiction d'être entouré. C'est une bénédiction, mais c'est à nous de travailler pour le faire. Donc ça, ce sont des petits débats et des petits agents là qui racontent des histoires. Avec les réseaux sociaux, on s'est rencontrés, je crois, 2 fois. La première fois, c'était en Côte d'Ivoire. La deuxième fois, encore en Côte d'Ivoire. Et la troisième fois, je crois, ça devait être en Croatie ou aux États-Unis, je ne me rappelle plus. Et la question a tourné autour du contenu dans les réseaux sociaux. Pour TikTok, par exemple, ils disent « Non, président, nous, on n'a pas de problème. Nous, donnez-nous les lexiques de mots que vous ne voulez pas. Chez vous. Et ces mots-là, nous allons les placer dans une sorte d'automatisation. Ça va commencer à bloquer automatiquement le contenu. C'est bien. Mais regardez la complexité. Nous avons 4 langues nationales. Nous avons à peu près 200 ou 300 patois. Donc, s'il faut donner ces lexiques-là, il faut vraiment le concevoir avec des vrais lexiques, avec des, pardon, je vais dire des, comment on les appelle, ceux qui sont dans les linguistes, je pense. Les linguistes qui connaissent les mots. Sinon, si nous, on le fait ici, chez nous, ben, on risque de nous mettre dans une mauvaise situation. Donc, il faut réunir toutes ces personnes-là, travailler dans cette logique-là. Mais vous savez, par exemple, chez nous à Bassankouzou, comment ça se fait? On parle Kimongo là-bas. On parle Lingala, oui, mais c'est Kimongo qu'on parle. Alors, on peut embraser tout Bassankouzou à cause de juste le Kimongo. Si vous allez par exemple chez les Tétés là, à Louvé-Fou là-bas, ou chez les, comment on appelle ça, les gens de la savane et ceux de la forêt, ils ne parlent pas forcément Lingala. Ils parlent Lingala comme tout le monde, mais ils ont leur propre dialecte à eux. Ils peuvent parler par exemple le Kitété là. Et avec le Kitété là, on peut brûler des cases, des villages, ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il faut donner à TikTok tous ces patois là, qui se représentent pour nous un grand danger aussi? Donc c'était ça la grande question qu'on était en train de discuter. Mais on s'est entendu, allons-y case par case. Faisons d'abord avec le Lingala, et puis après on prendra les Swahili, après on prendra les Tuluba, et puis on prendra les autres. Ils étaient plus ou moins d'accord. Mais vous savez, le temps que ça prend, c'est très difficile. Et ils ont dit que c'était une jeune application, ils n'ont pas tous les moyens possibles, ils essaient d'aller comme ça. Mais avec YouTube, ils censurent le français, mais pas encore les Lingala. Donc nous sommes en train de travailler avec eux sur la question. Mais je ne peux pas vous le mentir, la partie la plus difficile, ça va être Twitter. Parce que Elon Musk a été clair avec nous. Il a été clair, ses services ont été très clairs avec nous. Ils n'ont que faire de votre démocratie. Ce n'est pas leur problème. Eux, c'est voilà, donc la liberté d'expression, que les gens disent ce qu'ils veulent. Et ça va être difficile pour nous. L'Europe, le vieux continent, souffre aussi de la même situation. Donc je crois que les réseaux sociaux, c'est un problème que l'on doit percevoir différemment. Et au niveau même international, on doit le voir différemment. Donc nous, nous ne sommes pas donc en dehors de la situation, nous sommes en train de subir la même chose, mais nous y travaillons. Mais au niveau local, par exemple, lorsque nous tombons sur des cas comme ça, nous avons un service qu'on appelle l'alerte numérique. Une fois que l'alerte numérique monitore ces propos-là, on nous les envoie et nous envoie directement au parquet. C'est plus simple pour nous comme ça. Comme ça, le parquet s'en charge, le parquet peut arrêter ces gens-là en entendant qu'on trouve d'autres moyens de contrôle. Mais pour l'instant, nous n'avons que l'arme du parquet comme élément important pour nous. Et nous avons quand même réussi à taire certains bruits, justement avec le parquet. Mais sinon, le contraire va être difficile. Ça doit être dans les livres du Léviathan, je pense, Thomas Hobbes, qui parle de la sécurité qui primerait sur la liberté. Dans des moments de crise, cher tonton D, la liberté doit être sacrifiée au profit de la sécurité. Et vaut mieux un doute que l'on n'a pas vérifié que des faits avérés.
Si les doutes peuvent vous permettre d'épargner votre pays à des dangers, eh bien n'hésitez pas à agir. Parce que vous savez, un acte qui n'a pas été réfléchi est regretté. Et sur cette question-là, je crois que les autorités, le pays a décidé en amont pour prendre des mesures. Et elles peuvent être difficiles, mais c'était pour sauver le pays, pour nous mettre à l'abri de beaucoup de choses. Et ensuite, on continue dans la même chose. Mais vous allez vous-même remarquer que depuis qu'il y a eu rétablissement de ces réseaux sociaux, le taux de la bêtise a diminué un peu. Et vous voyez que les gens sont plus ou moins responsabilisés. Et je crois qu'on va peut-être aller dans ces conditions-là et trouver de bonnes mesures. Je ne pense pas, puisque tout dépend de la sécurité, de comment la sécurité sera menacée. Si la sécurité de l'État est menacée, eh bien on n'hésitera pas de prendre des mesures exceptionnelles. C'est toujours comme ça. En tout cas, chers journalistes, vous êtes aussi importants dans votre rédaction. Je crois que je vais devoir vous laisser partir dans vos rédactions. Moi, je vous remercie énormément. Je réitère en tout cas mon encouragement. Je vous félicite énormément. Je peux vous le dire, je n'ai jamais été autant content que maintenant, parce que c'était quand même assez chaud à un moment donné. Mais là, quand je suis les médias, j'ai pas peur. Donc, j'ai pas peur. Même quand je suis Pascal, les autres, j'ai pas peur. Je dis, ben, ça va maintenant. Ça va maintenant. Ça commence à prendre. Même France 24 qui me faisait mal à la tête à un moment. Mais ça va. RFI aussi, ça va. Donc je crois que maintenant nous pouvons aller sur des bonnes bases et considérer l'intérêt de la population comme l'intérêt supérieur. C'est ça même le salut du peuple. Voilà, donc moi je vous remercie beaucoup et je crois qu'on va se retrouver très prochainement quand il y aura des urgences, on le fera. Entre-temps, moi je vais continuer ma tournée en province pour aller sensibiliser nos journalistes en province pour leur dire nous n'allons pas restreindre les libertés, mais nous allons tout simplement essayer de contrôler pour qu'il n'y ait pas de dérives. Donc, aucune idée de restreindre, mais plutôt de contrôler afin de ne pas tomber dans les dérives. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse tous. Congo Avenir.